on va voir ensemble un cours sur les antivitamines K, les anticoagulants oraux, les anciens antivitamines K avec la fameuse molécule le Cintran, et puis par la suite, nouveaux anticoagulants oraux, donc il y en a de nouvelles molécules. Comme العادة, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez besoin. Donc, depuis 1941, les antivitamines K ont été découverts, ont trouvé leur place dans le traitement au long cours de la maladie thromboembolique, et c'était vraiment une révolution pour traiter ce type de pathologie donc thrombotique. Les antivitamines K, comme leur nom indique, ils ont une structure chimique proche de la vitamine K. Ce sont des dérivés donc, de la coumarine et de l'indamidien. Donc, il y en a deux types de dérivés. Le problème de cette classe médicamenteuse ou le problème donc, de prescription des antivitamines K, le problème majeur, c'est le problème hémorragique et le risque hémorragique qu'ils peuvent causer. Et du coup, donc, la prescription de cette classe médicamenteuse constitue un vrai problème de santé publique mondiale. Et du coup, donc, la décision est toujours difficile. Donc, elle était et elle est donc, en continuité. Donc, c'est une décision difficile du fait du risque hémorragique très important et ça nécessite une vigilance extrême du patient. Ça nécessite un suivi biologique bien régulier et bien rapproché donc, pour pouvoir manier ce médicament-là. Heureusement que les choses ont évolué avec la découverte et avec l'avènement des nouveaux anticoagulants oraux, donc qu'on va les voir à la fin de ce cours avec tous les avantages que représentent ces nouvelles molécules. Tout d'abord, et avant de commencer par la pharmacologie des antivitamines K, je voulais bien faire un petit rappel sur donc, la coagulation et sur l'hémostase. Donc, comme vous connaissez, la coagulation, c'est une cascade de réactions enzymatiques qui aboutissent à la fin à la formation de fibrine. Cascade, c'est-à-dire une réaction qui déclenche l'autre, d'accord? Donc, c'est une sorte d'enchaînement de réactions enzymatiques qui aboutissent à la fin à la formation de fibrine et à la formation d'un caillou donc, bien formé. Et l'enzyme centrale qui permet de former ce caillou, qui permet en réalité de transformer le fibrinogène en fibrine donc, pour former donc, le caillou sanguin. Et cette cascade ou cette coagulation, elle nécessite et elle se fait par deux voies, la voie intrinsèque qui est la voie endogène et la voie extrinsèque qui est une voie exogène. Et donc, voyons ici donc, la voie endogène qui fait impliquer le facteur 12, le facteur 11, le facteur 9, le facteur 8 et la voie endogène qui fait impliquer le facteur 7. En tout cas, donc, l'activation de ces deux voies, la voie endogène et la voie exogène, tous les deux vont aboutir à l'activation des facteurs 10. Et ce dernier, ce facteur 10 activé, c'est lui qui va transformer le prothrombine, qui est un précurseur, qui est un facteur inactif, en facteur actif, le facteur 2, qui est la thrombine. Et ce thrombine-là, qui est l'enzyme centrale, qui est le facteur primordial et central, qui va transformer le fibrinogène en fibrine pour former au final le caillou et donc aboutir à la coagulation souhaitée. Donc, à l'état normal ou à l'état physiologique, la synthèse et la dégradation de ces facteurs de coagulation, c'est en équilibre. Donc, s'il y a une activation d'un facteur, tout de suite, son remplacement sera réalisé. Cependant, c'est les patients ayant des problèmes thromboemboliques et qui nécessitent l'administration des antivitamines K, cet équilibre des facteurs sera perturbé et l'effet sera en fonction de la demi-vie des facteurs incriminés. Donc là, ça peut être un peu difficile, mais on va le comprendre au fur et à mesure par la suite. Je voulais juste attirer votre attention sur ce point-là, c'est que les AVK, les antivitamines K, diminuent successivement le taux du facteur 7, puisque ce facteur-là, il a une demi-vie donc la plus courte, 4 à 6 heures, puis le facteur 9, puis le facteur 10
Et finalement, la prothrombine, le facteur 2, qui a une demi-vie la plus longue, 60 à 100 heures. Donc, je voulais dire que l'inactivation de ces facteurs se fait donc, de façon chronologique dans le temps et en fonction de leur demi-vie. D'accord? Et au final, on obtient un effet antivitamine K, un effet thérapeutique, qu'après l'inactivation finale de la prothrombine, qui est le dernier facteur qui sera inactivé, qui a une demi-vie la plus longue, 60 à 100 heures. Donc, comment ces antivitamines K agissent, comment ils fonctionnent? Ils ont une structure chimique, comme je viens de dire, proche de la vitamine K, et donc ils entrent en compétition au niveau du site d'activation enzymatique de ce vitamine K. L'activation enzymatique qui se fait par l'époxyde réductase. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, cet époxyde réductase? Cet époxyde réductase, il va transformer la vitamine K de sa forme inactive, de sa forme oxydée, à sa forme réduite, qui est une vitamine K réduite. D'accord? Et ce vitamine K réduit, qui est la forme active de la vitamine K, il sera impliqué dans une réaction qui s'appelle la gamma-carboxylation. Et cette gamma-carboxylation, cette réaction, c'est elle qui permet l'activation des facteurs de coagulation de leur forme inactive, de leur forme précurseur à leur forme active. D'accord? Et donc, les facteurs de coagulation vitamine K dépendants, qui sont les facteurs de coagulation vitamine K dépendants, ce sont les facteurs 2, 7, 9 et 10. Ces 4 facteurs-là qui nécessitent ou qui impliquent une gamma-carboxylation cette gamma-carboxylation qui ne se fait qu'en présence de la forme réduite de la vitamine K, de la forme active de la vitamine K qui est la forme réduite. D'accord? Donc, voyons ce schéma-là. Là, il y a la vitamine K oxydée, qui est la forme inactive de la vitamine K, qui se transforme en vitamine K réduite, qui est la forme active, en présence d'une enzyme qui s'appelle l'époxyde réductase. Cette vitamine K active, ou ce qu'on appelle la forme réduite, c'est elle qui sera nécessaire pour la carboxylation des facteurs de coagulation précurseurs pour se transformer en facteurs de coagulation actifs. D'accord? Peut-être je pourrais faire le schéma sur le tableau. Hein. Donc, pardon. Donc, voyons ensemble, on a la vitamine K oxydée, qui est la forme inactive, qui se transforme en vitamine K réduite, qui est la forme active par l'époxyde réductase, une enzyme qui est nécessaire pour cette réaction. Et cette forme vitamine K réduite, elle est impliquée, elle est primordiale pour transformer les vitamines K, les facteurs de coagulation, vitamine K dépendants, qui sont les facteurs 2, 7, 9 et 10. Donc, qui transforment ces facteurs de coagulation vitamine K dépendants de leur forme précurseur, de leur forme inactive, à leur forme d'un facteur de coagulation actif. Il vous met 2 ou 7 ou 9 ou 10 qui seront actifs. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va faire, les antivitamines K? Les antivitamines K vont bloquer donc cette réaction-là. Les antivitamines K, ils vont bloquer le recyclage de la vitamine K de la forme oxydée à la forme réduite, et du coup, la forme réduite sera diminuée, sera en manque, et par conséquent, cette réaction de gamma
carboxylation sera bloqué par conséquence de ce blocage, de cette réaction-là. Donc, j'espère que c'était clair. D'accord? Voilà, donc ça répète ce que je viens de dire. Donc, les antivitamines K vont bloquer cette réaction d'époxyde réductase qui transforme la vitamine K oxydée à la vitamine K réduite. Et du coup, en présence d'antivitamine K, les facteurs de coagulation, facteurs dépendants, vitamine K dépendants, qui sont le 2, le 7, le 9 et le 10, se trouvent sécrétés, mais sous forme inactive, se trouvent sous forme de précurseurs au niveau plasmatique. Donc, quelles sont les différentes classes des antivitamines K? Il y en a donc les coumariniques. Je viens de dire que les antivitamines K, ce sont des dérivés des coumariniques et de l'indanidione. Donc, les dérivés coumariniques, c'est l'acénocoumarol, c'est la molécule la plus prescrite dans notre pays, c'est le Cintran, donc vous connaissez tous le Cintran, et la warfarine qui est presque délestée et qui n'est plus commercialisée. Nous avons les indanidione, donc le Préviscan. En France, c'est la molécule la plus prescrite, mais chez nous, le Cintran reste la molécule la plus prescrite parce qu'elle est beaucoup moins chère. Quand est-ce qu'on préconise le Préviscan chez nos patients? Bien sûr, on recommande le Préviscan, donc fulmindione, en cas d'allergie à l'acénocoumarol. Donc, le patient passe au Préviscan en cas d'allergie médicamenteuse. Donc, voilà le tableau qui résume donc, les différentes classes en fonction de leur demi-vie. Donc, généralement, la demi-vie, comme vous voyez ici, c'est longue, hein, ce qui explique qu'une seule prise journalière est suffisante. Donc, une seule prise par 24 heures, c'est largement suffisant à cause de cette demi-vie qui est longue. Vous n'êtes pas censé de retenir ces chiffres de demi-vie, mais c'est juste de savoir que les antivitamines K ont une longue demi-vie et du coup, une seule prise journalière est largement suffisante. Pour la pharmacocinétique, donc la résorption se fait au niveau digestif presque total, de façon presque totale au niveau de l'estomac. Pour la liaison protéine plasmatique, c'est un point très important, vous devez la retenir, c'est que les antivitamines K, c'est une classe médicamenteuse qui se caractérise par une forte liaison aux protéines plasmatiques. Et cette forte liaison aux protéines plasmatiques, elle est source d'interaction médicamenteuse. Donc, je vous parle la suite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y a un médicament à une forte liaison aux protéines plasmatiques, il entre en compétition pour la fixation au niveau des protéines. Et donc, le médicament qui a une affinité plus importante, il va prendre la place de l'autre. Et donc, source d'interaction médicamenteuse. Le métabolisme, donc les AVK ont un métabolisme hépatique. Il incrimine des enzymes hépatiques, donc les cytochromes P450, notamment l'enzyme 2C9, qui est impliquée dans le métabolisme des antivitamines K. Et je voulais également attirer votre attention sur la variabilité de cette enzyme. Donc, cette enzyme 2C9 a une variabilité très importante et ce qui explique la variabilité de l'effet des AVK génétiquement déterminé selon le type génétique et l'expression génétique de cette enzyme. Donc, les AVK ont une bonne diffusion tussilaire, donc ils traversent la barrière placentaire et il ne faut jamais oublier qu'ils sont tératogènes, donc ils sont contre-indiqués de façon formelle chez la femme enceinte parce qu'ils sont très tératogènes, ils donnent beaucoup de malformations, surtout au niveau facial, au niveau neurologique, donc ils donnent des malformations qui ne sont pas du tout négligeables et donc il ne faut jamais oublier qu'ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte. Ils peuvent également diffuser dans le lait maternel, mais c'est gérable parce qu'on pourra éloigner l'allaitement par rapport à la prise du médicament ou sinon donc on pourra choisir le Préviscan ou donc pour
pour la période d'allaitement. L'élimination, donc les AVK sont éliminés par voie biliaire, sont éliminés par voie également donc rénale, sous forme inchangée dans les urines. Et c'est pour cette raison, nous devons réaliser un petit bilan rénal pour vérifier le fonctionnement rénal chez le patient qui sera mis sous AVK. Quelles sont les indications des AVK? Donc, les antivitamines K sont généralement prescrits dans toutes les situations qui peuvent engendrer des pathologies thromboemboliques. Donc, la fibrillation atriale, c'est un trouble de rythme, c'est vrai que c'est un trouble de rythme, mais ça pourrait se compliquer par une thrombose donc, atriale, et c'est pour cette raison, tout patient ayant un trouble de rythme à type de fibrillation atriale, il vaut mieux le mettre, c'est pas il vaut mieux, mais il faut le mettre systématiquement sous antivitamine K pour prévenir le problème embolique. Donc, ça pourrait causer une embolie atriale. La maladie thromboembolique, quel que soit le type, donc thrombose veineuse proximale, embolie pulmonaire, donc c'est toujours les AVK sont bien indiqués. Les prothèses valvulaires également pour prévenir le risque de thrombose atriale. Les contre-indications. Donc la grossesse, c'est une contre-indication formelle et absolue à cause du risque tératogène très important. L'allaitement, c'est possible, mais il faut éloigner donc, la durée de l'allaitement par rapport à la prise du médicament. Tout saignement actif, si le patient présente un saignement actif ou une lésion susceptible de saigner, exemple de lésion susceptible de saigner, par exemple un ulcère gastrique. Patient qui a un ulcère gastrique, c'est une lésion susceptible de saigner. Donc, le fait de mettre le patient sous AVK, il présente un risque très important de saignement. Chez les patients présentant une insuffisance rénale, et donc parce que les AVK sont éliminés par voie rénale, et ça pourrait poser donc des problèmes majeurs. Donc, il faut vérifier la clairance rénale avant de mettre un patient sous AVK. L'hypersensibilité ou l'allergie, que ce soit au Syntron, donc, ou au fluindione, et donc on pourra, si le patient présente une allergie au Syntron, on pourra prescrire le Préviscan, et l'inverse, si le patient présente une allergie au Préviscan, on prescrit le Syntron, puisqu'ils ont deux dérivés différents. L'un, il est dérivé, c'est un dérivé coumarinique, et l'autre, c'est un dérivé de l'indamidion. Donc, il y en a une petite différence au niveau donc, de la structure chimique, et donc on pourra jouer avec ces deux molécules en cas d'allergie médicamenteuse. La posologie est donc le mode d'administration des AVK. Il faut toujours commencer par une dose initiale faible. Donc, il faut commencer, la règle des AVK, c'est de prescrire et de commencer par la plus faible dose possible, et surtout chez les personnes âgées. Donc, il faut commencer par une dose après la moitié, voire un tiers de la dose recommandée, et par la suite, on augmente peu à peu en fonction des résultats de l'INR. Également, chez les patients ayant une insuffisance hépatique, donc il faut toujours utiliser une dose faible. Chez les patients dénutris, maigres, je vous pose la question, pourquoi chez les patients dénutris ou maigres, il faut donc prescrire une dose très faible? En fait, parce que les AVK ont une forte liaison aux protéines plasmatiques, et les sujets dénutris, ils ont le taux de protéines plasmatiques très faible, et donc les AVK qui ont une forte liaison, ils ne vont pas trouver les protéines sur lesquelles ils vont se fixer. Donc, le patient dénutri, il a une hypoalbuminémie, exactement, comme elle a dit votre collègue. Il a un taux de protéines d'albumine plasmatique faible, et donc les AVK ne vont pas se fixer de façon très importante, ils vont se trouver sous forme libre, et cette forme libre risque, donc c'est la forme active de l'AVK, et risque de faire une hypocoagulabilité importante avec un risque d'hémorragie et un risque de surdosage très important. Donc, c'est pour cette raison on préconise une faible dose, donc la moitié de la dose préconisée chez les patients très maigres.
Je voulais dire que la posologie, elle est strictement individuelle pour plusieurs raisons, parce qu'il y en a une variabilité interindividuelle très importante. Ça dépend du cytochrome 2C9, qui est l'enzyme impliquée dans le métabolisme, donc qui est variable d'une personne à une autre, du taux d'albumine plasmatique qui est variable d'une personne à une autre, et donc tout ça font de l'AVK des médicaments qui ont une posologie très spécifique pour chaque personne, où c'est strictement individuel. Donc, on préconise une prise unique le soir à heure fixe, on préfère le soir, et à prise unique parce que la demi-vie, elle est très longue, donc une seule prise par 24 heures, c'est largement suffisant. Et bien sûr, il faut ajuster les doses par palier en fonction du résultat de l'INR. Voilà, donc j'ai résumé un peu les facteurs de variation de l'effet des AVK, donc quels sont les facteurs impliqués dans cette variabilité. Donc, variation de l'apport en vitamine K en fonction de l'alimentation, donc l'ingestion d'aliments riches en vitamine K comme les choux-fleurs, les haricots verts, les épinards. Ce sont des médicaments connus riches en vitamine K et donc ça va diminuer l'effet de l'antivitamine K. Variation de l'absorption des vitamines K, donc en fonction de certaines maladies qui affectent le système hépatobiliaire, donc variation de l'absorption au niveau hépatique pour réaliser et entamer le métabolisme hépatique. La synthèse de l'albumine, et donc, qui est une protéine plasmatique, et donc surtout chez les personnes dénutries qui ont un taux très faible, et donc qui m'appellent comme l'antivitamine K va se trouver sous forme libre et donc risque hémorragique important. L'hyper et ou l'hypothyroïdie, donc les patients qui ont ce type de pathologie thyroïdienne, ils peuvent donc être victimes d'une modification du métabolisme à cause d'un... donc là, c'est très compliqué parce que l'hyper ou l'hypothyroïdie, ça pourrait modifier les enzymes hépatiques et donc modification du métabolisme de ce médicament. Et bien sûr, variation du cytochrome 2C9, qui est l'enzyme majeure de métabolisme de l'antivitamine K, enzyme hépatique qui a une expression génétique importante. Alors, votre collègue, elle a posé la question, est-ce que le déficit d'apport de vitamine K, a un effet sur la dose d'AVK? Il n'a pas un effet sur la dose parce qu'il ne va pas modifier la dose, mais il a un effet sur l'effet plutôt de l'AVK. Le déficit d'apport en vitamine K, donc le manque de vitamine K, il va potentialiser l'effet de l'AVK. D'accord? Mais pas la dose. Il ne va pas modifier la dose, mais plutôt il va modifier l'effet donc, de l'antivitamine K. Il va augmenter l'hypocoagulabilité sanguine. La dose, donc, au final, la dose des anticoagulants, donc AVK, doit être ajustée en fonction de l'existence de tous ces facteurs suscités pour, donc, de façon individuelle, et ça nécessite une surveillance très régulière pour avoir, donc, ajusté la dose selon le besoin du patient. Quels sont les moyens de surveillance d'un traitement par AVK? Surveillance biologique, certainement, donc l'INR. Tout patient sous AVK, déjà parmi les facteurs qui compliquent le maniement de ce médicament, c'est la nécessité d'une surveillance biologique rapprochée. Toutes les 2 semaines, généralement, ou toutes les 3 semaines, le patient se trouve obligé d'aller faire un bilan biologique, notamment l'INR et le temps de Quick, mais surtout l'INR, donc qui est le temps de Quick dit malade sur le temps de Quick dit témoin. Et donc, l'INR, c'est c'est le seul paramètre biologique qui pourrait donc exprimer, ou plutôt qui pourrait surveiller l'action des AVK, donc des patients malades. Donc, cette INR permet de définir le niveau d'anticoagulation chez le patient. Et cette valeur de l'INR, valeur cible, est modifiable et donc variable selon la pathologie pour laquelle est prescrite donc l'AVK. Si le patient présente une thrombose veineuse
profonde ou une embolie pulmonaire, l'INR, elle devrait être entre 2 et 3. Si plutôt le patient a une valvulopathie mitrale ou une prothèse mitrale, l'INR plutôt, on a besoin d'un niveau d'anticoagulation plus important et l'INR doit être entre 3 et 4,5. Donc voilà, ça dépend de l'indication, ça dépend de la pathologie pour laquelle l'AVK est prescrite, donc les valeurs vont être modifiables. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout INR, quelle que soit la pathologie pour laquelle est indiquée, quelle que soit donc l'indication, toute INR supérieure à 5, elle est associée à un risque majeur significatif hémorragique, un risque hémorragique très important. Donc, c'est très alarmant. Tout patient qui a un INR supérieur à 5, il doit aller consulter donc, pour modifier, pour arrêter l'AVK et modifier la dose. Donc, quand on va prescrire les AVK, on doit avant tout éduquer notre patient. Ça nécessite une éducation très importante, donc éducation du patient et de son entourage. Et donc, il faut éduquer le patient également, que ce soit sur le régime alimentaire, parce que l'alimentation pourrait modifier l'effet des AVK. Ça nécessite une éducation sur l'observance du rythme de surveillance. Donc, il faut un rythme bien particulier de surveillance de l'INR. Tout d'abord, au début du traitement, une fois par semaine pendant le premier mois, et puis une fois toutes les 2 semaines, ou donc au maximum, une fois tous les mois, il faut aller donc, réaliser un bilan biologique pour surveiller l'INR. Donc, et il faut reprendre ce rythme de surveillance, donc il faut rapprocher ce rythme de surveillance devant toute pathologie intercurrente. Si le patient il est sous AVK et il présente une pathologie donc intercurrente, il faut aller surveiller de près l'INR devant toute modification de la posologie ou toute nouvelle prescription médicamenteuse, donc à cause des risques d'interaction médicamenteuse très importantes. Donc, il faut aller surveiller de façon plus rapprochée l'INR. Et donc, à chaque consultation, il faut faire une réévaluation du risque hémorragique. Il faut réévaluer ce risque hémorragique. Donc, comment initier un AVK? Surtout chez les personnes âgées supérieures à 65 ans, il faut commencer l'AVK idéalement dans un milieu hospitalier. D'accord? Mais bon, nous, dans nos conditions actuelles de l'hôpital, c'est vrai que ce n'est pas évident pour hospitaliser un patient pour commencer le traitement par AVK. D'accord? Mais il faut, même si ce n'est pas dans un milieu hospitalier, il faut une très bonne éducation du patient donc avant de commencer et d'initier ce traitement. Pas de dose de charge, comme je viens de dire, donc il faut commencer par des doses très faibles, des doses moitié de la dose et augmenter progressivement. Il faut réaliser un premier INR 48 à 72 heures après la première prise pour adapter la dose. Il faut faire des contrôles ultérieurs, donc toutes les 2 à 4 jours, jusqu'à obtention de l'INR cible. Si on a besoin d'un INR entre 2 et 3, il faut l'obtenir, ou plutôt, si on a besoin d'un INR entre 3 et 4, il faut l'obtenir. Donc, il faut réaliser de façon régulière l'INR jusqu'à l'obtention de la valeur cible de l'INR. Et il faut réaliser 2 INR consécutifs, 2 jours de suite, pour s'assurer qu'on est bien dans la zone thérapeutique. Et bien sûr, arrêter le traitement héparinique dès l'obtention de l'équilibre. Donc, on a besoin d'un chevauchement avec le traitement héparinique jusqu'à obtention de l'INR cible souhaitable. Tout d'abord, avant de passer aux interactions médicamenteuses, pourquoi on a besoin, on ne commence jamais un traitement par l'AVK tout seul, sans héparine? Alors, je vous réponds, on commence toujours par le traitement, donc héparine avec AVK, jamais AVK tout seul, parce que vous vous rappelez très bien de l'histoire de demi-vie des facteurs de coagulation
Et donc, suite à la prescription d'AVK, l'effet il sera obtenu progressivement, commençant par la réduction du facteur donc 7 et progressivement jusqu'à l'inhibition ou l'inactivation du facteur 2 qui a une très longue demi-vie jusqu'à 100 heures. Donc là, cette longue demi-vie explique très bien la nécessité d'une durée de 4-5 jours de chevauchement héparine AVK jusqu'à obtention donc, de l'INR cible souhaitée. Les interactions médicamenteuses, ça présente un chapitre très important pour les AVK. Donc, il y en a des interactions pharmacodynamiques, d'autres pharmacocinétiques. Et donc, le nombre, plutôt le risque hémorragique, il est bien corrélé. Il augmente, je m'en ai bien corrélé, c'est-à-dire il augmente de façon exponentielle avec le nombre de médicaments prescrits chez le patient. Et généralement, on ne trouve jamais un patient sous AVK sans autres médicaments associés, parce que l'AVK, elle est prescrite dans le cadre des pathologies thromboemboliques, pathologies cardiaques, qui nécessitent certainement la prescription d'autres médicaments. Et donc, quand on parle de plusieurs médicaments prescrits ou associés avec l'AVK, on parle de risques d'interaction très importants. On va commencer par les interactions pharmacodynamiques. Donc, l'association AVK avec des antibiotiques, notamment les cyclines, ça perturbe la synthèse de la vitamine K. Et donc à cette occasion, j'ouvre les parenthèses pour la vitamine K, la source de la vitamine K. En fait, la vitamine K a une source endogène qui est synthétisée par la flore bactérienne de l'intestin et une source exogène qui est d'origine alimentaire, d'accord? Et quand on prescrit des antibiotiques, notamment les cyclines, ces cyclines vont donc perturber, ou le chloramphénicol, vont perturber la flore bactérienne qui synthétise la vitamine K. Et donc, la vitamine K va se trouver, donc la synthèse de la vitamine K va se trouver bloquée par ces antibiotiques. Donc, la cholestéramine, c'est un médicament qui est presque délaissé, mais donc il diminue l'absorption de la vitamine K. C'est un médicament chélateur et donc il diminue l'absorption de la vitamine K. Les huiles de paraffine et les laxatifs qui sont utilisés souvent par automédication, donc pour la constipation, malheureusement, ces médicaments laxatifs augmentent donc le transit et diminuent la résorption des vitamines K. Et donc, le taux de vitamine K va se trouver donc minimisé et ça va favoriser l'hypocoagulabilité, ça va renforcer, ça va potentialiser l'effet des AVK. L'association avec un antiagrégant plaquettaire, donc souvent on met le patient avec un antiagrégant, aspégique ou donc aspirine, et donc cette association, il faut tenir compte donc de la prescription d'un aspégique pour diminuer un peu la dose de l'antivitamine K parce que cette association, ça potentialise l'effet des antivitamines K et ça augmente le risque hémorragique. Maintenant, les interactions d'ordre pharmacocinétique et l'interaction la plus importante à reconnaître, c'est au niveau de la liaison à l'albumine, au niveau de la fixation aux protéines plasmatiques. Donc, les médicaments fortement liés à l'albumine vont être en compétition avec l'AVK. Ils vont interagir au niveau de la fixation sur les protéines, sur l'albumine, et ça va augmenter la forme libre des AVK et du coup vont augmenter l'effet thérapeutique de l'AVK et vont augmenter le risque hémorragique. Donc, ces médicaments qui ont une forte liaison, notamment les AINS, les sulfamides antibactériens, les sulfamides hypoglycémiants, les salicylates, le fibrate, donc tous ces médicaments ont une affinité plus importante à l'albumine. Donc, voilà, ils ont une affinité plus importante. Je vais faire un petit schéma pour vous expliquer. Que ce soit les AINS, notamment les AINS et les sulfamides
donc les sulfamides antibactériens ou hypoglycémiants, tous les deux. Ces médicaments-là ont une forte affinité pour se fixer donc, sur les protéines plasmatiques. Ils vont défixer, ils vont entraîner une défixation de l'AVK. Comme défixation, c'est un mot-clé, donc défixation protéique de l'AVK. Et du coup, augmentation de la forme libre, de l'AVK. Et donc, cette forme libre qui est à l'origine de l'effet thérapeutique va entraîner une augmentation de l'effet thérapeutique et augmentation du risque hémorragique. C'est pour cette raison, quand on va éduquer un patient avant de le mettre sous AVK, parmi les messages sur lesquels on doit insister, c'est que pas du tout médication et il ne faut jamais prendre des médicaments par son propre chef. Par exemple, pour un problème d'arthralgie, le patient il a l'habitude de prendre un INS par automédication. Là, ce n'est plus autorisé parce qu'il va entraîner cette interaction avec un risque hémorragique très important. D'accord? Alors, deuxième type d'interaction pharmacocinétique, c'est au niveau des métabolismes hépatiques. Et vous connaissez tous, donc, quand on associe un médicament avec des inhibiteurs enzymatiques, avec des médicaments inhibiteurs enzymatiques, notamment avec la cimétidine, l'acide valproïque et l'allopyrinol, qui sont les médicaments les plus connus et les plus puissants par leur pouvoir inhibiteur enzymatique, ils vont inhiber le métabolisme de l'AVK et du coup, ils vont augmenter la demi-vie et l'effet des AVK. Kiff-kiff, l'association avec des inducteurs enzymatiques, notamment la carbamazépine ou la rifampicine, ces médicaments qui ont un pouvoir inducteur, ils vont induire le métabolisme de l'AVK et du coup, ils vont diminuer la demi-vie et l'effet des AVK. D'accord? Donc, le chapitre interaction médicamenteuse pour les AVK, c'est un chapitre très important parce que ça explique très bien le maniement difficile et donc la gestion qui est difficile de cette classe médicamenteuse. Alors, autre point très important, c'est l'AVK et l'alimentation et le régime alimentaire. Kiff-kiff, c'est un deuxième message sur laquelle il faut insister avant de mettre un patient sous AVK. Donc, pas du tout médication, le risque des interactions médicamenteuses. Deuxièmement, le risque de régime alimentaire. Donc, il y a beaucoup d'aliments qui sont riches en vitamine K. Donc, je venais tout à l'heure, surtout les légumes, les épinards, etc. Et ce n'est pas négligeable, j'insiste, j'ai mis quelques valeurs là, c'est uniquement pour attirer votre attention et pour vous dire que l'alimentation, ce n'est pas négligeable pour modifier l'effet de l'AVK. Donc, 100 microgrammes plutôt de vitamine K par jour, donc ça pourrait réduire l'INR de 0,2. Ce n'est pas négligeable et ça risque de modifier de façon significative l'effet thérapeutique de l'AVK. On passe maintenant aux complications. Donc, les complications des AVK, il y en a deux pôles de complications hémorragiques et complications non hémorragiques. Bon, les complications hémorragiques sont vraiment très rares. Ce n'est pas des effets indésirables très souvent, donc, mis à part l'accident allergique, c'est vrai que certains patients peuvent développer une allergie, mais on pourra changer donc, la molécule. Donc, s'il est sous Cintron, on pourra recommander le Préviscan pour éviter cette allergie. Le problème d'intolérance gastrique, c'est vrai que ces médicaments peuvent entraîner des intolérances gastriques, mais maintenant, avec les IPP, ce problème, il est complètement presque résolu. Des problèmes cutanés, mais c'est négligeable, c'est rare. Le problème majeur, c'est plutôt les complications hémorragiques. Les complications hémorragiques, donc à type d'hémorragie digestive, on pourra voir
tout type d'hémorragie, donc digestive, urinaire, hématurie, hémorragie même oculaire. L'effet, donc le pire de l'hémorragie, c'est l'hématome intracrânien qui pourra malheureusement causer donc, le décès du patient dans la moitié des cas. Donc, c'est un effet indésirable très, très grave, donc l'hématome intracrânien, qui est une complication redoutable des antivitamines K. Et n'oublions pas que ce risque hémorragique donc, et la gravité de cette hémorragie augmente notamment avec l'âge, augmente avec les personnes âgées. On se pose la question, quels sont les facteurs favorisants de cette complication hémorragique pour pouvoir au moins les prévenir, pour prévenir le risque hémorragique. Donc, il y a des facteurs liés au patient et d'autres qui sont liés au traitement. Les facteurs liés au patient, les facteurs qui favorisent les complications hémorragiques, c'est notamment l'âge. Donc, je viens de dire que le risque hémorragique augmente avec l'âge. L'existence de comorbidités, notamment donc, les comorbidités vasculaires, AVC, l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, c'est pour cette raison on doit vérifier la clairance rénale avant de mettre un patient sous AVK. En fait, pourquoi? C'est pour prévenir le risque hémorragique. L'existence de cardiopathie, donc compliquée, évoluée, les sujets hypertendus, les sujets d'autres, ils disent les sujets cancéreux, donc les personnes cancéreuses ont un risque plus important de développer une hémorragie. Et donc, le fait de mettre un patient ayant HTA, ayant un cancer, par exemple, pulmonaire, sous AVK, il faut être très vigilant, plus qu'un sujet jeune qui n'a aucune pathologie associée, d'accord? Et les facteurs favorisant l'hémorragie et qui sont liés au traitement en elle-même, la période de traitement, donc la période initiale, le premier mois de traitement, c'est une période à haut risque et pour cette raison, on préconise une surveillance très rapprochée de l'INR, d'accord? Donc, le premier mois de traitement, c'est une période très critique pour le patient. Il peut à tout moment développer une hémorragie, donc un risque hémorragique important. Le surdosage biologique, donc bien sûr, l'INR, c'est le facteur biologique c'est le seul des facteurs biologiques qui peut prévoir donc les complications hémorragiques. Et la durée du traitement également, plus le patient il présente des années sous traitement, plus le risque hémorragique existe. En fonction de ces facteurs-là, donc liés au patient, liés au traitement, il y en a un score qu'on appelle le score Hasbled. Donc, ce score-là, il doit être évalué pour tout patient qui sera mis sous AVK. Donc, Hasbled, pour dire H, évaluer la tension artérielle, plus le sujet a une hypertension artérielle, plus le risque de développer une hémorragie est réel. Fonction rénale, donc il faut donc voir et évaluer le fonction rénale et les fonctionnements hépatiques. S'il a des antécédents d'AVC, d'accident vasculaire, s'il a des antécédents d'hémorragie ou de saignement, s'il a un INR labile, donc parfois un INR labile, pourquoi? C'est à cause de la variabilité génétique des cytochromes de C9. Le patient a un cytochrome de C9, une enzyme hépatique génétiquement qui n'est pas très donc mutée, génétiquement mutée, voilà. Un INR qui fait que l'INR soit labile chez ce patient-là. Le sujet âgé, donc elderly, le sujet âgé, âge supérieur à 65 ans, les médicaments associés, donc notamment les anti-agrégants plaquettaires, les AINS, qui peuvent augmenter le risque hémorragique. En fonction de ces paramètres-là, on pourra calculer un score et si le score supérieur à 3, on peut considérer que le patient il est à haut risque hémorragique et donc quand on dit le patient à haut risque hémorragique, on sait très bien que ce patient nécessite une vigilance particulière et nécessite une surveillance de l'INR très rapprochée. D'accord? Donc, il faut une surveillance plus stricte de l'INR. Il faut corriger, si c'est possible, les facteurs de risque. Donc, bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours vrai. On ne pourra pas corriger le HTA ou le fonction
le fonctionnement rénal. Et chez ces patients-là, il vaut mieux préférer les nouveaux anticoagulants oraux qui ont une meilleure efficacité avec un risque hémorragique moins important. Mais malheureusement, donc les nouveaux anticoagulants oraux qui sont inabordables par leur prix, donc le prix est trop cher. Donc voilà les problématiques donc, de la prescription des antivitamines K, notamment chez les personnes âgées. Donc l'hiatrogénie qui est très fréquente. Un sujet âgé, notamment, il va présenter l'hypertension artérielle, il va présenter une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique, et donc ça ne fait que alourdir le terrain donc, et augmenter le risque hémorragique. La complexité de leur maniement, surtout l'observance, donc les personnes âgées, normalement, ont des troubles cognitifs, donc ils ne peuvent pas être bien observants, bien vigilants, pour notamment suivre un rythme correct de surveillance. Et bien sûr, un sujet âgé, généralement, il est polymédiqué, il prend énormément de médicaments et cette polymédication est les sources importantes d'interactions médicamenteuses. Donc, quelles sont les formes cliniques de surdosage en AVK? Il y en a donc des formes asymptomatiques. Les formes asymptomatiques, c'est-à-dire le patient présente un surdosage uniquement de l'INR biologique. Mais sur le plan clinique, symptômes, il n'a aucune symptomatologie ou aucun saignement. Les formes symptomatiques, là, surdosage clinique et biologique, il y en a des formes non graves, un petit saignement, gingivuralgie, un petit saignement de rien du tout. Ou par contre, il y en a des formes très graves, d'hémorragie grave. Quelles sont les formes graves d'hémorragie grave? Hémorragie extériorisée, non contrôlable par les moyens usuels. Donc, les moyens usuels, le patient continue à saigner, donc là, c'est très grave. Instabilité hémodynamique, du moment où on trouve chute de la tension artérielle, le patient, c'est un signe de gravité. Le patient est en état grave, donc c'est l'instabilité hémodynamique, la nécessité d'un geste hémostatique urgent, la nécessité de transfusion. Donc, d'ailleurs, face à une instabilité hémodynamique, donc choc volémique, hypovolémique, le patient nécessite certainement de la transfusion par culot globulaire pour le remplir. Et les localisations, il y en a des localisations de saignement qui menacent le pronostic vital, notamment donc, au niveau cérébral, l'hématome cérébral, c'est très grave, il est mortel dans la moitié des cas, oculaire également, hémopéritoine. Donc tout ça, ce sont des localisations de saignement qui peuvent menacer le pronostic vital du patient. Donc, comment gérer ce surdosage? Quelles sont les règles générales de prise en charge de ces patients? Généralement, s'il s'agit d'un patient âgé, quelle que soit hémorragie grave, non grave, on préconise plutôt l'hospitalisation et il ne faut pas hésiter à hospitaliser le patient. S'il s'agit du patient âgé, s'il s'agit du patient qui a des antécédents hémorragiques, s'il s'agit du patient qui a des comorbidités lourdes, notamment l'insuffisance rénale, insuffisance cardiaque. Donc, ces patients-là, ça nécessite sans hésitation une hospitalisation donc, pour pouvoir assurer une surveillance clinique et biologique rapprochée. Et bien sûr, il faut chercher la cause de ce surdosage et le corriger si c'est possible, réaliser un contrôle de l'INR très rapproché, donc jusqu'à obtenir une diminution de l'INR, et l'antidote des antivitamines K, c'est la vitamine K par voie orale, une faible dose, donc il y en a des ampoules pédiatriques dosées à 2 mg, donc qui pourront être utilisées comme antidote pour corriger ce surdosage en AVK. Donc voilà, l'hospitalisation notamment des sujets âgés, l'utilisation de vitamine K par voie orale et bien sûr traiter l'hémorragie, remplir le patient et traiter la cause si c'est possible. Pour les surdosages asymptomatiques, donc le patient il est asymptomatique, il faut contrôler l'INR. Si l'INR entre 4,5 et 6, et surtout chez les personnes âgées,
même si le patient il est asymptomatique, il ne présente pas de saignement, il faut lui donner de la vitamine K, donc 1 à 2 mg par voie orale. Sinon, s'il ne s'agit pas de patients âgés, il faut juste diminuer la dose de l'AVK et contrôler l'INR jusqu'à la correction donc, de l'INR. Donc voilà l'éducation du patient. D'ailleurs, qui m'a raconté comme tout à l'heure, il y en a des messages clés. Il ne faut pas donc danger de l'automédication. Il ne faut jamais prendre des médicaments par son propre chef. Il faut un régime alimentaire bien adapté. Il faut donc utiliser un carnet de suivi donc, où il faut mettre la date de l'INR et le valeur, donc pour avoir une idée sur l'évolution de l'INR. Il faut donc insister sur le danger des injections intramusculaires. Donc l'injection intramusculaire à éviter chez les personnes sous AVK, risque d'hématome au niveau de la place de l'injection et il faut bien sûr prévenir tout médecin, quel que soit le motif de consultation, de la prise de l'AVK. Donc, il ne faut jamais oublier de mentionner à tout médecin, donc avant de prescrire quoi que ce soit, que le patient il est sous AVK pour tenir compte et éviter au maximum les interactions médicamenteuses. Maintenant, c'est quoi l'alternative aux antivitamines K classiques? Il y en a les nouveaux anticoagulants. Les nouveaux anticoagulants, il y en a deux groupes. Donc, les inhibiteurs directs de la thrombine, qui sont les gatrans, donc dabigatran, et les inhibiteurs directs du facteur 10, donc, qui sont les hexabans, notamment apixaban et rivaroxaban. Donc, l'hexarelto, ce sont des médicaments inhibiteurs directs du facteur 10. Voilà un petit schéma pour situer un peu le mécanisme ou l'effet d'action de ces nouveaux anticoagulants. Donc, il y en a les hexabans qui sont des inhibiteurs directs du facteur 10 et il y en a les gatrans, le dabigatran, qui sont des inhibiteurs directs du facteur 2. Pourquoi ces nouveaux anticoagulants, antithrombotiques? Parce que certainement, le point le plus important, c'est plus de sécurité et donc il y en a beaucoup moins de risques hémorragiques. Et en plus, beaucoup plus de simplicité, hein, c'est la prise par voie orale et pas de surveillance biologique comme le cas du Syntran de l'AVK classique. Donc voilà ce tableau qui résume les molécules. Donc il y en a les gatrans qui sont le cible pharmacologique inhibition du facteur 2A, donc inhibition directe de la thrombine. Il y en a les hexabans, inhibition directe du facteur 10. Donc la biodisponibilité malheureusement des gatrans, elle est faible, donc moins de 10%, ce sont des molécules qui ont une biodisponibilité très très faible. Donc, la fixation en protéines plasmatiques, elle est moindre. Il y en a moins de risques d'interaction médicamenteuse au niveau de la fixation en protéines plasmatiques et donc l'élimination, elle est rénale. Donc, dans la majorité des cas, elle est rénale, notamment pour les gatrans. Les avantages des nouveaux anticoagulants ou des inhibiteurs du facteur 2 et du facteur 10, l'effet il est rapide, il n'y a pas de temps de chevauchement comme les AVK. Donc là, l'effet il est direct, ciblé, une inhibition immédiate du facteur 2, par exemple, pour les gatrans, ou une inhibition directe du facteur 10 pour les hexabans. D'accord? Autre avantage, c'est que beaucoup moins de variabilité intra- et inter-individuelle. Généralement, la dose est fixe. Il n'y a pas de variabilité, il n'y a pas de facteurs génétiques incriminés dans le métabolisme de ces nouveaux anticoagulants. Donc, et du coup, ils seront administrés presque à la même dose chez tous les patients. Il n'y a pas de surveillance biologique qui est très embêtante pour le patient. Le patient, il n'est pas obligé d'aller faire l'INR toutes les 2 semaines. Et autre avantage qui n'est
qui est très important, c'est moins de risques hémorragiques et une meilleure efficacité que les AVK, bien qu'il y en a des équipes qui disent que pour l'efficacité, c'est presque comparable, mais surtout, une meilleure tolérance avec un moindre risque hémorragique. Alors, pour les limites des nouveaux anticoagulants, je suppose, hein, Masmatouche. Oui. Donc, les nouveaux anticoagulants Madame, présentent certainement... présentent certainement des inconvénients, donc ils présentent des avantages. Ils sont utilisés avec beaucoup plus de sécurité, avec une efficacité comparable, voire plus importante, mais cependant, ils ont des inconvénients, ils ont des limites, notamment, et la limite la plus importante, c'est qu'il n'y a pas d'antidote en cas d'accident hémorragique. Malheureusement, les AVK, si le patient présente une hémorragie, il y en a la vitamine K par voie orale qui pourra donc corriger la situation immédiatement. Donc, pas d'antidote spécifique et en cas d'accident hémorragique grave chez un patient sous un nouveau anticoagulant, donc on se tente à lui administrer des complexes prothrombiniques pour corriger la situation et donc ça va pas être très efficace et très rapide parce que ce n'est pas un antidote spécifique. C'est vrai que le risque hémorragique, il est presque inexistant, mais il y en a quelques patients, même sous nouveaux anticoagulants, ils peuvent développer donc une hémorragie, mais c'est vraiment négligeable par rapport aux antivitamines K. Il y en a des équipes qui ont trouvé que les dabigatran, chez les patients qui sont sous dabigatran, développent beaucoup plus d'UDM, d'infarctus du myocarde, par rapport aux patients sous warfarine. Mais ce n'est que des constatations pour l'instant, ça reste à confirmer. Donc, est-ce que le dabigatran est donc incriminé dans la genèse de l'IDM? Est-ce qu'il augmente le risque chez les patients pour développer un infarctus du myocarde? Point d'interrogation. Donc, si c'est le cas, je pense que ça va être donc retiré du marché si ça va se confirmer. D'accord? Voilà donc les nouveaux anticoagulants, les bénéfices ont été bien prouvés, notamment chez les personnes âgées. Donc, أكثر حاجة, c'est l'absence de surveillance biologique. Ça ne nécessite pas un embêtement du patient pour aller donc surveiller l'INR toutes les 2 semaines. Le risque hémorragique est moindre, est beaucoup moindre. L'efficacité est comparable, voire meilleur. Donc, la simplicité d'utilisation, donc c'est par voie orale, bien que le Centran, c'est par voie orale. Et donc, le point le plus important également, c'est l'absence de variabilité interindividuelle, c'est-à-dire la dose est fixe pour tous les patients, elle n'est pas spécifique et il n'y a pas de variabilité génétique incriminée. D'accord? Donc, n'oublions pas que avant de mettre un patient sous AVK, l'éducation du patient est très importante. Pas du tout médication, parce que risque important d'interaction médicamenteuse. Un régime bien codifié pour éviter donc l'interaction avec l'alimentation. Et bien sûr, donc l'observance, la bonne observance et la bonne surveillance biologique. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions. Madame? Oui. Madame, s'il vous plaît, si on a seulement un INR élevé, peut-on dire qu'il y a un haut risque d'hémorragie ou absolument il faut calculer le score de Hasbled? Alors, si on a uniquement un INR élevé, c'est-à-dire on est dans le cas d'un patient asymptomatique, c'est ça? Oui. D'accord. Si le patient il est asymptomatique, donc les situations sont différentes. S'il s'agit d'une personne âgée, plus que 65 ans, donc il faut avoir l'intention pour l'hospitaliser. C'est vrai que, dans nos conditions, dans l'équipe de cardiologie, ils ne peuvent pas le faire, patient asymptomatique, même s'il est âgé, mais il y a une hospitalisation. Mais idéalement, il faut hospitaliser le patient, il faut arrêter l'AVK et surveillance rapprochée de l'INR jusqu'à obtention ou jusqu'à donc le retour à l'INR cible.
Pas la peine de calculer le score de Hasbled dans ce cas. Le score de Hasbled, il est préférable de le calculer في le moment d'initiation de la VK. Quand on va prescrire la VK, pourquoi calculer ce score? C'est pour avoir une idée sur le risque hémorragique. Donc, on prévoit, c'est pour prévoir le risque hémorragique. Il faut bien sûr voir le patient, donc le terrain, s'il présente HTA, le fonctionnement rénal, s'il a des antécédents de saignement, s'il a des antécédents d'AVC. Donc, tout ça, c'est pour avoir une idée sur ce patient-là, pour fixer le rythme de surveillance. مثلا إذا كانوا il n'a pas le score de Hasbled, il est à 1, voire il n'a vraiment aucun facteur de risque في score de Hasbled, donc on pourra tolérer une surveillance tous les mois. مش لازم toutes les 2 semaines de l'INR. D'accord, merci. D'accord? Donc, le score de Hasbled, il faut l'utiliser et le calculer avant l'initiation de l'AVK, avant de commencer le traitement. Pourquoi? C'est pour étudier de façon globale le patient et pour estimer le risque hémorragique chez ce patient. Merci. D'accord? Oui, merci. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? Donc, la prochaine fois, on va essayer de compléter les anticoagulants avec les antiagrégants et avec l'héparine, le traitement héparinique. D'accord? Merci.